Avant de parler d'Europe, quelques questions plus larges sur l'actualité pour commencer cette émission, et notamment une question sur la réélection de Vladimir Poutine avec plus de 87% des suffrages. Est-ce que vous considérez que Vladimir Poutine est démocratiquement élu? Non. Non, non, sa victoire était une forme de victoire volée, une chronique de victoire volée annoncée. Et Vladimir Poutine, finalement, il incarne à la fois le stalinisme et le tsarisme. Il est à la fois englué dans des pratiques antidémocratiques, avec l'assassinat de ses opposants. Le dernier en date, c'est Alexeï Navalny, mais il n'y a pas que lui. On a d'ailleurs régulièrement même des membres du pouvoir qui passent par la fenêtre sans qu'on comprenne très bien pourquoi, avec des explications plus ou moins douteuses. On se souvient de ce qui s'est passé avec Prigojine. Voilà, le stalinisme et puis le tsarisme, cette espèce d'impérialisme, de nostalgie de la Grande Russie qui veut aller chercher en permanence d'autres territoires et étendre son empire. Mais ce que je veux dire, c'est que de ce régime-là, et on ne le dit pas assez, je crois, les Russes sont les premières victimes. Et donc je pense aussi très fort aux femmes et aux hommes russes qui, soit parce qu'ils n'ont pas été votés, soit parce qu'ils auraient voulu voter autre chose, mais aussi parce qu'ils ont été... qui est supérieure à 50%, et 87%, c'est le plus fort taux de réélection pour mais vous savez, il y a aussi... son 5e mandat. Il y a aussi une bonne dose de désinformation. On le voit dans les frontières de Vladimir Poutine, comme d'ailleurs avec la stratégie qu'il mène en dehors. Donc voilà, je pense beaucoup au peuple russe aussi bien qu'aux autres peuples qui sont aujourd'hui, évidemment les Ukrainiens, sous le joug de Vladimir Poutine. Alors Emmanuel Macron a dit qu'il ne le féliciterait pas. Pour autant, on a vu que le Royaume-Uni et la Pologne avaient jugé que cette présidentielle n'était ni libre ni équitable. Vous auriez souhaité une prise de parole plus forte du président de la République ? Je l'ai dit, je pense qu'on s'y attendait. Ce n'est pas une surprise. Aujourd'hui, notre attention doit être mise sur le soutien à la bataille du peuple ukrainien. Non, il n'y a pas la volonté de ne pas toujours humilier Vladimir Poutine, de ne pas en faire trop. Vous ne voyez pas ça derrière cette absence de réaction? La position d'Emmanuel Macron. Écoutez, moi, je dois reconnaître avoir un petit peu de mal à suivre Monsieur Macron. Donc j'essaye de faire attention à quelle est la situation qu'on remarque. J'ai vu un président qui... il y a quelques années, pas si longtemps que ça, appelait à ne pas humilier Vladimir Poutine, qui aujourd'hui, alors que personne ne le lui demande, appelle à envoyer des troupes au sol, ou en tout cas suggère qu'il faut envoyer des troupes au sol. Bon, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que nous dit le peuple ukrainien de ses besoins et comment est-ce qu'on peut le soutenir. La relation à Vladimir Poutine, faudra à un moment ou à un autre, trouver une manière de normaliser cette relation. Quand je dis normaliser, je ne dis pas négocier. Je ne dis pas qu'il faut céder à Vladimir Poutine, mais je dis, pour l'instant, notre attention, elle doit être mise sur l'Ukraine. Et puis, ce qu'il passera après, se passera après. Ce qu'on doit absolument faire aujourd'hui, l'impératif, c'est vraiment de soutenir le peuple ukrainien et sa volonté de retrouver l'intégrité de ses frontières. Il va sûrement y avoir chez Vladimir Poutine un sentiment de toute puissance quand on voit ce score très élevé réalisé hier pour sa réélection. Quelles conséquences, à votre avis, ça va avoir dans le bras de fer qu'il y a pour l'Ukraine? Écoutez, le sentiment de toute puissance, je pense que Vladimir Poutine l'a déjà. Donc cette élection, c'est un peu quelque part un non-événement. La réalité, c'est qu'il faut que nous ne soyons ni naïfs ni faibles face à Vladimir Poutine. Et je veux dire, en tant qu'écologiste, on nous a souvent envoyé à cette image de doux rêveur, idéaliste, qui ne saurait pas tenir. Et pourtant, et je peux vous le dire, d'autant plus que je travaille au Parlement européen sur la question gazière. Et pourtant, cela fait 20 ans déjà que nous, écologistes, nous alertons sur cette dépendance qui a été nourrie à l'égard de Vladimir Poutine, sur le gaz en particulier. Et quand nous appelions à sortir de cette dépendance toxique à l'égard d'un régime qui était déjà un régime de négation de la démocratie et de violation des droits humains, malgré les répressions diverses, malgré le Donbass, malgré la Crimée, eh bien, les dirigeants européens, en particulier français et allemands, mais pas que, se liaient les mains à Vladimir Poutine, se lier les mains à Gazprom, accueillir avec Emmanuel Macron encore en 2017, Vladimir Poutine et Gazprom d'ailleurs, dans le Palais des Glaces de Versailles. Et donc, on avait d'autres choix ? On avait tout à fait d'autres choix. Et on pouvait œuvrer à se libérer de cette dépendance-là. Ceux qui nous ont enchaînés à Vladimir Poutine devront
un jour en répondre. J'espère en tout cas qu'ils auront à y répondre. Nous y appellerons. Et ce que je veux souligner aussi, c'est que l'enjeu écologique, qui est un enjeu de réduction de notre dépendance sur des produits toxiques à l'égard de pays toxiques, eh bien cet enjeu-là, c'est le même enjeu. Écologie, souveraineté et notre capacité à agir pour la paix et à soutenir aussi les peuples qui sont menacés, ça va ensemble, ça se conditionne l'un l'autre et nous continuerons à nous battre dans cette direction. On a vu que le sujet ukrainien était fait par Emmanuel Macron comme un sujet majeur de cette campagne des Européennes qui s'ouvre. Est-ce que pour vous, c'est le thème central et c'est celui qui va occuper totalement la campagne ? La guerre, elle est là. Elle est là. Vladimir Poutine mène cette terrible guerre à l'Ukraine. L'Europe doit être aux côtés du peuple ukrainien. Maintenant, je vais vous le dire aussi, je suis écologiste. L'un des enjeux que nous avons à affronter et qui est littéralement vital pour l'avenir de l'humanité, c'est l'écologie. Le dérèglement climatique s'accélère, on le voit tous les jours. Il frappe les paysannes et les paysans, je sais qu'on en parlera plus tard ensemble. Il frappe les territoires, le Pas-de-Calais, qui a été marqué à de nombreuses reprises par les inondations, des gens qui perdent leur maison, les sécheresses aussi. Je pense à l'Occitanie, qui sont liées à des inondations. Et on a perdu plusieurs vies dans le Gard la semaine dernière. Cet enjeu-là, il est présent. C'est celui-là que vous voulez imposer dans la campagne. C'est difficile de se faire entendre. J'espère qu'il y trouvera sa place. Je ferai tout pour qu'il y trouve sa place, effectivement. Et comme je vous le disais juste avant, il est par ailleurs extrêmement lié à la géopolitique mondiale, à comment nous sommes en capacité de promouvoir la paix. Je parlais du gaz russe, on pourrait aussi parler du gaz du Qatar, on pourrait parler du gaz en provenance d'Azerbaïdjan, et je pourrais démultiplier les exemples aussi sur le pétrole et sur d'autres biens. Et donc, on doit absolument répondre à l'enjeu climatique, à celui de la biodiversité, à celui des produits toxiques qui sont répandus partout. Et ce sera, et ça fera aussi œuvre de paix. En tout cas, c'est ce projet-là que, avec la liste des écologistes, je porterai pour le 9 juin 2024. Une question sur un accord de libre-échange, le CETA. On en parle évidemment beaucoup en Europe, mais là, c'est en France, puisqu'il y a un vote du Sénat qui doit avoir lieu jeudi. Les sénateurs pourraient voter contre. Est-ce qu'ils ont tort ? Ils ont raison, s'ils votent contre. Ils ont raison de voter contre. Vous savez, les écologistes se sont depuis très longtemps opposés aux accords de libre-échange en règle générale et à ce CETA, l'accord avec le Canada, en particulier. Et je pense à Yannick Jadot, qui est dans cette maison du Sénat et qui porte ce combat en notre nom, comme il l'a porté hier au Parlement européen. Le CETA, c'est quoi ? C'est un accord commercial qui est entré en vigueur avant d'avoir été ratifié par les parlements de l'Union européenne. Et donc qui est quelque part presque illégal dans son application. C'est un accord qui... Il est en vigueur en fait depuis 7 ans, même s'il n'a pas encore été ratifié par le Sénat. Exactement. C'est un accord qui fait l'inverse de tout ce que le président de la République a promis aux agriculteurs et aux agricultrices ces dernières semaines. C'est-à-dire qu'il soumet les paysans et les paysannes d'Europe à la concurrence de produits qui sont... qui respectent les normes environnementales. Mais qui viennent des normes environnementales tout à fait différentes. Par exemple, on compte plus de 40 pesticides qui sont autorisés au Canada et interdits en Europe. On a aussi des enjeux d'animaux nourris avec des farines animales qu'on a interdits depuis le début des années 2000. Pourquoi ? Face à la vache folle. Et on va importer cette viande bovine sur le territoire européen, le tout avec une réduction des contrôles, alors même qu'à plusieurs reprises, on a constaté dans les livraisons de bœuf canadien, on y a vu du bœuf aux hormones, par exemple, qui est aussi interdit en Europe. Et donc, on a besoin d'accroître les contrôles plutôt que de les diminuer. Mais et puis je veux dire que les clauses environnementales sont acceptées par l'Europe. Il y a aussi... Elles ne sont pas égales, ces clauses environnementales. Et je veux dire un dernier point, qui est que on vient de parler de l'enjeu climatique, du dérèglement climatique qui s'accélère. Et vous savez, la Convention citoyenne pour le climat, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais qui avait été mise en place par Emmanuel Macron. Eh bien, cette Convention citoyenne qui n'a pas été écoutée avait demandé à ce que le CETA soit mis de côté. Pourquoi ? Eh bien, parce que cet accord de libre-échange nous entraîne vers une route climatique qui est au-delà de ce qui a été prévu par les accords de Paris. Et donc pour le climat, pour la santé, pour les paysannes et les paysans, il ne faut pas ratifier cet accord. Et donc j'appelle vraiment les sénateurs et les sénatrices à le rejeter. Les agriculteurs et les éleveurs sont aussi gagnants parce qu'ils exportent. On exporte beaucoup. On a un excédent de près de 600 millions d'euros avec justement le Canada parce qu'on vend et notamment beaucoup de fromage là-bas. C'est un débouché important. Vous le dites bien, il y a différentes catégories, des catégories qui sont gagnantes, des catégories qui sont perdantes. Vous savez, en 2017, quand l'accord a été mis sur la table, le chiffre de perte d'emploi prévu
pour l'Union européenne était de 300 000. 300 000 pertes d'emplois, plus de 40 000 emplois perdus en France. Donc vous voyez bien qu'il y en a qui vont y gagner. C'est certain, dans les accords de libre-échange, il y en a toujours qui y gagnent. La question, c'est est-ce que le plus grand nombre, est-ce que l'intérêt général y gagne? Et sur cet accord-là, la réponse est très claire et c'est non. Il y a un vote solennel demain à l'Assemblée nationale sur le projet de loi sur la réforme de la gouvernance de la sûreté nucléaire qui prévoit la fusion de 2 instances. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, et l'IRSN qui est dans la recherche, les experts. Que vont faire les écologistes ? Ils vont voter contre cette scission, mais vous savez, on a une machine qui marche, on a un outil qui marche, on a 2 entités indépendantes l'une de l'autre, qu'on a mis en place il y a plus de 20 ans et que le monde entier regarde et dont le monde entier salue le bon fonctionnement. Et donc aujourd'hui, on a un président de la République, on ne sait pour quelle raison, qui décide de casser cet outil. Moi, j'aimerais lui demander pourquoi. Et rapprocher les 2 instances, c'est une erreur. Elles ne travailleront pas mieux quand elles seront mieux intégrées ? Ça marche, ça fonctionne. Des élus de droite comme de gauche, des élus anti comme pour le nucléaire le soulignent et défendent cet outil-là. Donc ça a été adopté, ou ça va être adopté à l'Assemblée très certainement, parce que c'est la majorité présidentielle et donc ça va dans cette direction. Mais enfin, vraiment, quand on a un outil qui marche, quand on a quelque chose qui peut faire la fierté de notre pays au niveau international, je ne comprends pas pourquoi on le brise. Et derrière ça, il y a une autre question. C'est qu'en fait, on a des scientifiques qui nous disent faut les laisser distinctes, ces entités, et il faut éviter que le scientifique soit sous le joug du politique. Mais quand on regarde la façon dont le gouvernement traite les scientifiques en règle générale, on a un gouvernement qui veut cacher les rapports des scientifiques, par exemple ceux de l'ANSES sur les nouveaux OGM, qui préconisent de faire l'inverse de ce que le gouvernement demande. On a des rapports scientifiques avec des milliers de scientifiques qui nous demandent de ne pas ouvrir de nouveaux puits de pétrole dans la forêt de la Thèse-de-Buch à côté du bassin d'Arcachon, ou de ne pas réaliser des autoroutes comme celle de la 69. Et le gouvernement s'assoit dessus. Et donc entre les rapports qui sont mis de côté, ceux qui sont silenciés et ceux qu'on jette à la poubelle, que le gouvernement jette à la poubelle, on a un vrai problème. Mais vous craignez de rapport du gouvernement avec les scientifiques. Et donc dans ce contexte-là, pire encore, bien sûr, je crains la sûreté nucléaire, je crains la place de la science dans notre pays et je souhaite que le gouvernement revienne à la raison, que le président de la République revienne à la raison et se mette enfin à écouter correctement et véritablement les scientifiques. Alors, dans un instant, c'est Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, qui va nous rejoindre sur ce plateau pour essayer de mieux vous connaître. Marie Toussaint, mais quel député vous êtes réellement à Bruxelles? Comment votez-vous au Parlement européen? Quel avenir pour les écologistes après le scrutin du 9 juin? Élément de réponse avec Marco Pommier. Marie Toussaint, votre Europe, c'est celle de la justice, de la paix et de l'écologie. Humanisme, justice, protection, paix, avenir, solidarité. Voilà les boussoles qui doivent nous orienter dans les temps troublés que nous traversons. En 2019, vous entrez au Parlement européen. Vous êtes 12 élus écologistes français, vice-présidente des Verts et de l'Alliance libre européenne. C'est la 4e force derrière les conservateurs du PPE, les sociodémocrates et le groupe Renew, soutien d'Emmanuel Macron. Regardons à présent vos votes. Vous avez voté pour le pacte vert, objectif atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici 2050. Favorable aussi à la stratégie de la ferme à la fourchette. Opposition en revanche à la nouvelle version de la politique agricole commune pour 2023-2027. Votre soutien à l'Ukraine, lui, n'a jamais varié. Dans cette campagne européenne, vous faites l'éloge de la douceur. Il n'y a pas de meilleur moment pour parler de la douceur que quand la violence étend un voile spectral sur notre avenir. De la douceur, il vous en faudra pour ne pas alimenter la guerre des gauches. Pas d'alliance avec les socialistes de Raphaël Glucksmann ou l'insoumise Manon Aubry. Vous défendez une liste autonome avec un objectif, réitérer la surprise de 2019, la 3e place de Yannick Jadot, plus de 13% des suffrages. Mais pour l'heure, vous plafonnez autour de 8%. Alors Marie Toussaint, pourquoi ne pas présenter une liste unique à gauche ?
Je vois que ça vous fait sourire. Yves Tréhard, bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir Marie-Toussaint. Alors cette question. Ah oui, c'est la vraie question que tout le monde se pose. Mais écoutez, vous si croyez vous étiez tous unis avec la France Insoumise, le Parti Socialiste, les communistes, vous feriez grosso modo, si on en croit les sondages, autour de 30%. Vous talonneriez ou ferez jeu égal avec la France, avec le Rassemblement National. Pourquoi pas? Ah bah, vous savez, ça a été décidé comme ça. Et on a... Il n'y a pas de fatalité dans la vie. On a 3, voire 4 partis, puisque vous ne parlez pas du PCF, qui présente quand même un Si, je candidat. vous l'ai dit, PCF, oui. Bon, qui ont décidé d'aller présenter leurs couleurs, leurs projets au Parlement européen. Vous avez montré mes votes. Oui. Bon, la réalité, c'est que la question écolo, et je vous remercie de l'avoir mise au cœur de votre recension. Bah, vous êtes écologiste, c'est normal. La question écolo, elle est centrale. Mon travail à moi, pour le 9 juin 2024, c'est d'emmener le plus grand nombre de députés écologistes au Parlement européen. Si vous n'emmenez déjà pas vos alliés, ça va être compliqué. Elle n'est pas partagée, cette question écolo, par les alliés que vous avez sur le territoire national? Alors, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas un secret, je vais vous faire une confession. Au Parlement européen, c'est vrai que nous sommes souvent, pas toujours, mais souvent, soutenus par les gauches françaises en tout cas, mais pas toujours. Et un seul groupe met quelque part la protection du climat, de la nature, de la biodiversité, de la santé au-dessus de ses priorités, c'est effectivement le nôtre. Puis on est sur la chaîne parlementaire. Et donc je veux dire un petit mot sur la typologie de ce scrutin. Je pense qu'on entend à gauche comme à droite, voilà, le fait de dire finalement les élections européennes, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Alors c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon samedi dernier lors d'un meeting, mais nous on n'est pas de sa campagne. On n'est pas d'accord avec ça. Pour nous, ces élections, ce sont des élections à part entière pour plein de raisons. Ne serait-ce que parce que pour s'occuper du climat et de la biodiversité, des glaciers, des mers et des océans, l'Europe est évidemment la bonne échelle pour agir. Mais aussi parce que ces élections sont finalement les plus importantes que l'on a comptées depuis peut-être 30 ans, depuis la chute du mur de Berlin, avec une question existentielle qui est posée aux Européennes et aux Européens. Est-ce qu'on glisse entre les mains des nationaux-populismes et des droites qui, sous influence de l'extrême droite, mais je finis, laissez-moi finir, allez-y. portent des atteintes permanentes du matin au soir et du soir au matin à l'écologie, à la protection de la nature, au climat et j'en passe, ou est-ce que on s'oriente vers une poursuite de ce pacte vert, un pacte vert qui se déploie dans la justice sociale, ce qui n'a pas tout à fait été le cas sous cette mandature, et qu'on puisse avancer vers cette transition juste. Et donc c'est ça la question au fond qui est posée aux Européennes et aux Européens, et ça justifie le fait, j'en reviens à votre question de départ, qu'on porte cette liste écologiste le 9 juin de façon autonome. C'est peut-être dû aussi au fait que les élections européennes sont des bonnes élections pour les écologistes. C'est que vous êtes dit, Monsieur Jadot d'ailleurs la dernière fois en 2019, vous savez, vous nous taxez. Vous vous êtes dit, non, on peut faire un bon score seul. Non, vous nous taxez ou vous me taxez, je ne sais pas bien. 13,5. Mais au-delà de ça, vous me taxez d'arrière-pensée ou de volontés qui ne sont pas les nôtres. Oui, mais je viens d'essayer d'expliquer, je ne vous ai pas convaincu, je peux recommencer, que la question des élections européennes du 9 juin 2024, c'est la question de savoir est-ce que l'on accélère dans la transition écologique pour faire face à des enjeux qui nous dépassent, mais qu'on peut surmonter, ou est-ce qu'on va en arrière? On est passé de l'ère des petits pas sous cette mandature à l'ère des grands reculs qu'on vit actuellement chaque jour au Parlement européen parce que les droites et l'extrême droite, sous l'influence évidemment des lobbies, portent des coups permanents contre toute politique et toute velléité de protéger la nature. À l'objectif de décarbonation d'ici à 2050. Bien sûr, et j'y crois même pour 2040. Je crois même que c'est possible pour 2040. Et on a des études qui montrent que, d'abord, si on veut tenir les objectifs de l'accord de Paris, en fait, il faut aller beaucoup plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais qu'en plus de ça, cet objectif de 2040, la décarbonation en 2040, elle coûterait moins cher que l'inaction ou le report de l'action. On a encore eu des rapports de la Cour des comptes qui nous montrent que ce sont plusieurs centaines de milliards qu'on perdrait. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron mène une bonne politique écologique alors absolument pas. Mais on y revient, mais absolument pas. J'ai porté, vous l'avez pas dit dans votre petite vidéo, mais j'ai initié avec mon association Notre Affaire à tous l'affaire du siècle qui a fait condamner Emmanuel Macron pour inaction climatique. Donc je vais vous dire, je suis vraiment critique du retard pris par l'État français en matière d'action climatique. Mais voilà, du coup, ça m'a perdu. Non, mais il y a beaucoup de... C'est ce que je voulais finir. Donc, c'est ce qu'il faut faire, selon la science. C'est possible, c'est faisable. Ça créerait plus d'emplois que n'importe quel autre scénario. Qu'est-ce qui vous permet de le dire ça?
des études qu'on a réalisées. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure à Mme Boucher, nous gouvernons avec les scientifiques. On gouverne avec le rapport du GIEC à la main, mais aussi avec des rapports des économistes. On vient par exemple de demander à l'Institut Rousseau de nous faire une simulation de... est-ce que nous sommes en capacité d'atteindre la neutralité carbone et combien là aussi ça coûterait? Que nous dit l'Institut Rousseau? L'Institut Rousseau nous dit on peut le faire, ça peut créer de l'emploi, c'est ce que je viens de vous dire, ça coûtera moins cher que de ne pas agir, parce qu'on perdra beaucoup à ne pas agir. Et par contre, il faut de l'investissement public. Et vous me posez la question de pourquoi est-ce que nous avons des listes séparées? Je peux le répondre très concrètement. Nous, les écologistes, nous sommes pour un cadre européen de solidarité et de responsabilité. Alors c'est justement Par contre, nous sommes contre le pacte de stabilité budgétaire qui est remis en selle par la majorité. Du PIB, ça veut dire un exactement qui soit inférieur à 3% du PIB. Voilà. Justement, puisque vous évoquez ce sujet, il y a d'autres motifs de différence avec vos alliés traditionnels. J'en prends quelques-uns. Par exemple, sur l'Ukraine. Mais sur le pacte de stabilité, est-ce qu'on peut finir? Parce que je pensais que vous alliez finir là-dessus. Sur l'Ukraine, par exemple, on voit très bien. Est-ce que vous êtes pour l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne? À terme, il faut dire que le projet pas européen... Le cas de France Insoumise, par exemple. Ça m'embête qu'on soit décalé de l'affaire du pacte de stabilité parce que quand même, il entravera toute capacité d'investir dans la transition écologique. Voilà. Et donc ça, je veux le dire. Et donc il faut s'opposer au pacte de stabilité budgétaire parce qu'il nous empêchera de nous en sortir et que ce pacte a été soutenu par 3 groupes politiques, les conservateurs, les libéraux et les socialistes. J'en reviens à votre question sur l'Ukraine. L'Ukraine, comme tout État du continent européen, si elle souhaite adhérer à un projet politique qui soit un projet européen de terre des droits et libertés, un projet européen qui soit de démocratie et d'état de droit, de paix et de prospérité partagée, alors oui, il y a une vocation du peuple ukrainien à rejoindre l'Union européenne. Est-ce que ça va se dire, est-ce que ça veut dire que ça va se faire demain, sans changement aucun, ni dans l'Union européenne, ni en Ukraine? La réponse est non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut des changements institutionnels et dans l'Union européenne, sur sa façon de décider, et en Ukraine? La réponse est oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut des changements de politique publique, économique, sociale, et en particulier agricole, avant d'entrer dans l'Union européenne? La réponse est encore oui. Et donc, moi, je ne suis ni de ceux qui disent à l'Ukraine « vous n'avez pas votre place chez nous, on ne veut pas élargir le partage du gâteau ». En fait, non, il doit y avoir cette solidarité par-delà nos frontières. Mais je ne ferai pas non plus partie de ceux qui disent à l'Ukraine « demain, ce sera bon », parce que, comme vous avez aujourd'hui besoin de soutien, on va vous dire oui. Et en fait, ça va se passer tout seul et ça va être facile. Bah non, il y a du chemin à faire, l'un vers l'autre, pour pouvoir faire en sorte que cet élargissement fonctionne. Autre différent avec vos alliés, c'est évidemment le nucléaire, puisque le Parti communiste, par exemple, est un parti qui est pro-nucléaire. Oui. Donc là-dessus, c'est... Vous assumez vos différences. Oui, vous affichez vos différences. Vous savez, le Parti communiste français, en tout cas celui de Fabien Roussel et Léon Desfontaines, il est pour le nucléaire, il est aussi pour ce projet Lyon-Turin, qui est un projet dont nous considérons qu'il va porter atteinte aux montagnes et aux émissions de gaz à effet de serre aussi, de façon indirecte, mais quand même. Et il est pour d'autres grands projets contre lesquels, effectivement, nous nous positionnons. Donc ces divergences-là, elles ne sont pas secrètes, elles sont sur la table, elles sont exprimées. Ça ne nous empêche pas d'ailleurs de très bien travailler avec beaucoup d'élus communistes, notamment au niveau local, avec qui nous portons des projets pour la justice et la solidarité ensemble. Une fois que les élections européennes auront lieu, va se poser la question de la succession de Mme von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne. Est-ce que vous estimez qu'elle a fait du bon travail et qu'elle doit être reconduite dans sa fonction ? Madame von der Leyen n'était pas la candidate des écologistes, ne l'est toujours pas. Je veux quand même souligner le fait qu'elle a fait preuve d'un certain courage. Et que, bien que notamment sur l'écologie, nous oppose politiquement, je pense que c'est... le Green Deal, quand même. Je pense que c'est une femme qui a su tenir tête à son propre parti, dirigé par des hommes, que pour ça, je reconnais son courage et sa ténacité. Hein, puisque voilà. Le pacte vert, non, vous saluez pas quand même son action ? Non, mais le pacte vert, il a été obtenu, il a été arraché par une mobilisation citoyenne massive en 2018-2019 par le climat et par ce qu'on a appelé une vague électorale verte qui est arrivée au Parlement européen, qui nous a permis d'occuper 10% de l'hémicycle et qui a fait que la majorité en place devait répondre à cette aspiration-là et devait répondre à l'urgence écologique. Je ne vais pas
dire que ce pacte vert était merveilleux, qu'il était d'une part pas assez ambitieux pour revenir au respect des limites planétaires, climat, biodiversité, pollution diverse, et d'autre part, il ne s'attaquait pas à la question du modèle économique. Or, l'économie est la mère de toutes les batailles, et quand on ne change pas la structure de l'économie, eh bien, on crée toutes les tensions qu'on voit aujourd'hui avec les lobbies qui reprennent de la force et des populations qui sombrent dans la pauvreté. Et donc ça, il faut lutter contre ça. Vous allez présenter un candidat à l'élection face à Van der Leyen. Bien sûr, nous les avons désignés. Nous en désignons souvent 2 chez les écologistes, c'est notre façon de faire, voilà. Et donc ce sera le néerlandais Bas Eickhout et l'allemand Terry Renke qui sont d'ores et déjà nos candidats pour la présidence de la Commission européenne. Est-ce que vous êtes satisfait du commissaire français, Monsieur Breton? Monsieur Breton? Oui. Ah bah, Monsieur Breton, beaucoup de choses nous opposent, là aussi. Vous savez, je me suis beaucoup battue depuis très longtemps pour la justice climatique, pour la justice environnementale, pour que vous, votre famille, vos amis, vos collègues n'aient pas à subir des pollutions diverses et multiples, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, les produits chimiques qui sont partout. Monsieur Breton, à la Commission européenne, a fait des choses pour la souveraineté industrielle, ça on ne peut pas lui enlever ça, mais par contre il l'a fait dans un sens qui était contraire à l'impératif de santé publique. Et en particulier sur les produits chimiques, il a tout fait pour retarder toute prise de décision. Il s'est opposé à l'approfondissement de la démocratie environnementale, là aussi, au fait qu'on associe, qu'on consulte plus les gens pour les projets qu'on veut développer sur leur territoire. Donc Thierry Breton, ce n'est pas un ennemi, mais c'est un adversaire politique. Merci Yves Tréhard d'avoir été avec nous pour cette première émission de l'Europe, c'est nous. On va passer maintenant aux cartes blanches de nos 3 experts de l'Union européenne. Je vous les présente. Britta Sandberg du Spiegel qui va vous interroger sur l'Ukraine et le couple franco-allemand. Paolo Levi de l'ANSA qui reviendra sur l'accord conclu entre l'Union européenne et l'Égypte sur l'immigration. Et puis Richard Verly de Blick qui vous interrogera sur vos rapports avec les agriculteurs. On commence donc avec vous. Bonsoir à vous 3 et merci d'être là. On commence avec vous, Britta Sandberg, car vous vouliez interpeller Marie Toussaint. Voilà, j'aimerais revenir avec vous sur le sujet de la défense que vous aviez déjà évoqué au début. Emmanuel Macron a déclaré récemment, lors de la conférence de soutien à l'Ukraine qui était organisée par son gouvernement à Paris, qu'il ne veut et ne peut pas exclure d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Vous avez toujours défendu de soutenir l'Ukraine. Est-ce que vous étiez d'accord avec les déclarations du président de la République qu'il a répété depuis? Enfin, il a toujours répété depuis qu'il ne veut pas émettre des lignes rouges. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra avoir des opérations sur le terrain. Voilà ce qu'a dit précisément Emmanuel Macron. Alors, Marie Toussaint? Non, absolument pas. Emmanuel Macron, je pense, pour des raisons de politique intérieure et de sa volonté de mettre en scène un duo avec le Rassemblement national, s'est lancé dans la promotion de cette idée. Pour moi, c'est un coup de menton. Voilà, c'est un coup de menton de va-t-en-guerre qui n'est pas à propos. Ce qu'Emmanuel Macron a fait, on parle de défense, ce qu'Emmanuel Macron a fait finalement, c'est mettre sur le devant de la scène et présenter à Vladimir Poutine un front désuni dans l'Union européenne. Et donc il a porté atteinte tant à la parole de la France qu'à la parole de l'Union européenne, à notre solidité. Et Vladimir Poutine n'en demandait pas tant que de voir les partenaires européens être en désaccord, exposer leurs désaccords, les placer sur le devant de la scène. Je pense que c'est absolument irresponsable. C'est pas ça le rapport de force aussi qu'il faut instaurer face à Vladimir Poutine? Je ne crois pas. Voilà, je suis même convaincue du contraire. Pour être honnête, je pense que le meilleur rapport de force qu'on puisse instaurer avec Poutine, c'est l'unité, la solidité et le soutien à l'Ukraine. Et vous savez, je parlais de gaz tout à l'heure, on a apporté en 2022 2 fois plus d'argent à Poutine en achetant son gaz, et notamment son gaz naturel liquéfié, que nous n'avons soutenu l'Ukraine. Chaque Française, chaque Français, chaque Européenne, chaque Européen a donné 2 fois plus à Vladimir Poutine pour son gaz qu'il n'a donné à la défense ukrainienne. Donc, cessons ces coups de menton, soyons sérieux, soyons au rendez-vous, soutenons l'Ukraine dans son effort. Mais est-ce que ce n'est pas un peu facile de dire que le président de la République organise alors cette conférence de soutien avec 27 chefs d'État, ministres qui viennent pour embêter le Rassemblement national, et puis en plus, si on voit maintenant les sondages,
même s'il avait voulu faire ça, c'est une stratégie qui ne marche pas, puisque l'écart devient plus grand. Donc, est-ce que c'est Je ne pas peux pas vous dire que la motivé... stratégie d'Emmanuel Macron face au Rassemblement national fonctionne. Je crois qu'on constate le fait que ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est lui qui fait monter le Rassemblement national ? En tout cas, il n'aide pas à les faire reculer. Et on voit bien la façon, ce jeu parlementaire où un jour il y a un cordon sanitaire, un jour il n'y en a plus, un jour on récuse le passé vichiste du Rassemblement national le lendemain pour dire qu'ils ne font pas partie de l'arc républicain. Je veux dire, c'est cette espèce de double langage en permanence. Et puis des législations comme la loi immigration qui sont directement écrites sous influence de l'extrême droite. Mais est-ce que par rapport à l'Ukraine, il n'a pas trouvé un langage plutôt clair maintenant, après une période où, évidemment... Ah, vous êtes d'accord quand même sur ce manque de précision dont il a fait preuve. Vous pouvez critiquer. D'ailleurs, ce terme troupe au sol a été mal entendu, ou peut-être pas assez précisé au début, précisé ensuite. C'est pas des troupes de combat. Hein. Enfin, ils ne parlent pas des troupes de combat qu'ils vont envoyer demain en Ukraine. Ils ont précisé que c'est des soldats qui peuvent maintenir l'équipement, assurer les frontières, faire de la formation, des minages, des opérations de déminage. comme ça. Donc, est-ce que c'est tellement absurde, vraiment, pour vous, de ne pas s'arrêter maintenant de dire à Poutine tout ce qu'on ne va pas faire? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne vaut pas, pour une dissuasion qui marche, pour ce que lui, il appelle l'ambiguïté stratégique, laisser dans le vague jusqu'où la France et puisque maintenant il y a quelques pays qui se sont quand même joints à la France par rapport à ça, ce qu'ils sont prêts à faire pour soutenir l'Ukraine. Écoutez, moi je vous le redis, la réponse est non. Et l'Ukraine vaut mieux que les coups de menton des va-t-en-guerre qui divisent l'Europe, qui ont pour effet aussi de diviser le paysage politique français. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ce que nous voulons construire, c'est le chemin de la paix. Et le chemin de la paix, ce n'est ni le chemin des va-t-en-guerre, ni le chemin des pro-Poutine. Je crois que tout le monde veut la paix. Donc, je me demande très honnêtement. Et l'Union européenne, elle a été relativement unie dans cet effort. Ce que je veux dire aussi, c'est que la France, en termes de soutien à l'Ukraine, n'a pas été parmi les premiers, loin s'en faut. Et que, au niveau du budget. Oui, au niveau du budget, et qu'on est très loin même de l'Allemagne, qui n'y a consacré que 0,5% de son PIB, mais que nous en sommes très loin derrière. On est autour de 1 milliard, parce que c'est entre 6 millions et 1,5 million, les estimations, 1,5 milliard. Là, si on donnait autant que l'Allemagne, on en serait à 12 milliards. Donc vous voyez bien qu'il y a un écart entre ces gesticulations de va-t-en-guerre et la réalité du soutien de la France. Si on veut la paix, il faut pas préparer la guerre ? Si on veut la paix, il faut préparer la guerre, il faut surtout soutenir celles et ceux qui se battent pour leur défense, pour leur propre intégrité. Moi, je crois en ce chemin au milieu, j'y crois en Ukraine, comme j'y crois d'ailleurs partout à travers le monde, et je refuse qu'on nous accole à un camp ou à un autre, parce que je crois que ce n'est ni le chemin de la voie de la résolution de ce conflit, ni ce qu'attendent les Françaises et les Français. Donc vous êtes plutôt du côté du chancelier allemand, qu'on va écouter à l'instant, puisque c'est propositions et déclarations du président français ont suscité beaucoup d'irritation en Allemagne. Es klipp und klar zu sagen, als deutscher Bundeskanzler werde ich keine Soldaten. Ce que je peux vous garantir en tant que chancelier allemand, c'est qu'il n'y aura aucun départ de troupes, aucun soldat allemand qui se rendra sur le sol ukrainien. Alors, est-ce qu'il a mis le couple franco-allemand en danger par son action ? Oui, malheureusement, oui. Mais parce que vous me disiez que j'avais beaucoup d'acquaintances avec Olaf Scholz, j'ai beaucoup de divergences aussi avec Olaf Scholz. Hein, et à ce niveau-là, je veux quand même le souligner. Contre, oui, mais voilà. On n'est pas du même parti et on ne porte pas le même projet. Voilà, donc je veux quand même le redire. Mais évidemment, il a mis en danger le couple franco-allemand, bien sûr. Alors, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, il a mis en scène la division de l'Union européenne, et oui, la division aussi du couple franco-allemand, c'est vraiment irresponsable. Et je veux vous dire, c'est parce que quand vous me dites c'est un peu facile tout ça, moi je crois que s'il avait été à la hauteur, et que si vraiment il voulait mettre des lignes rouges à Vladimir Poutine, il aurait d'abord appelé son homologue allemand pour caler une ligne commune. Et je crois que c'est comme ça qu'on fait entendre la voix de l'Europe dans le monde et auprès de Vladimir Poutine, qui ne comprend certes que le rapport de force, mais qui voit bien et qui doit d'ailleurs se réjouir de cette division qu'il observe sur le continent européen. Vous vous dites que vous voulez
une diplomatie européenne qui vise la paix. Oui. Ça, c'est quelque chose que tout le monde souhaite, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se cache derrière cette formule un peu vague? Je ne suis pas sûre que tout le monde souhaite la paix. Peut-être que certains le disent, peut-être que tout le monde le dise. Les Européens, pour la plupart, souhaitent la paix, non? Les Européens, je suis d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le sens du projet européen à l'origine. Mais quand on regarde la façon dont les partis d'extrême droite se comportent avec Vladimir Poutine, par exemple, on s'interroge sur ce que ces partis souhaitent véritablement. Donc, la paix, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, oui, une Europe de la défense. Une Europe avec une armée commune de quelques milliers d'hommes qui aient vocation non pas à relancer l'impérialisme européen, mais à défendre, à protéger et pourquoi pas à soutenir des peuples dont les droits sont bafoués. Ça veut dire une Europe qui cesse d'exporter des armes à des dictatures ou à des pays qui violent les droits humains, mais qui n'exporte des armes que lorsque, comme en Ukraine, des peuples et des vies sont menacés. Ça veut dire une Europe qui arme, qui œuvre au désarmement au niveau mondial et en particulier au désarmement nucléaire. Et puis une Europe de la paix, ça veut aussi dire une Europe qui cherche l'équilibre et la justice dans le monde. On a encore eu une étude qui est sortie il y a 2 jours et qui montre que les inégalités entre les pays riches et les pays pauvres, qui avaient relativement stagné pendant les 20 dernières années, sont, comme les inégalités au sein de l'Union européenne, en train d'exploser à nouveau. On a des personnes qui sont de plus en plus riches et de l'autre côté des personnes qui sont de plus en plus exclues. Sans justice, il n'y a pas de paix. Et donc l'Europe à laquelle nous voulons œuvrer, c'est aussi une Europe qui cherche à créer des relations qui ne soient pas des relations de prédation, mais des relations de partenariat et de solidarité avec le reste du monde. On retiendra quand même que votre Europe de la paix prévoit une armée européenne. Une réaction chacun. Richard Verly d'abord. Quand je vous écoute, Marie Toussaint, et que j'écoute la ministre des Affaires étrangères allemande, qui est à l'origine du Parti vert, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus sur une ligne de fermeté qu'on pourrait parfois qualifier d'agressive vis-à-vis de Vladimir Poutine. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que les Grünen allemands aujourd'hui ? Eh bien, de tout ce que je connais, oui. Alors, du coup, ça m'interroge. Je me dis, mais qu'a-t-il entendu? Mais en tout cas, ce que je peux vous dire... Madame Baerbock, elle serait presque d'accord pour donner les Taurus à l'Ukraine, les missiles à longue portée. Mais bien sûr. Donc vous aussi. Mais moi, j'ai dit, il faut soutenir l'Ukraine dans sa capacité de se défendre. Vous n'aviez pas parlé des Taurus. Et je peux vous le dire, au Parlement européen, sur la question de l'Ukraine, comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres, nous votons ensemble avec les Grünen et nous avons un groupe politique qui est extrêmement solide et cohérent. Donc sur cette question-là et sur tant d'autres, nous sommes raccords. Paolo Levi, juste une micro-réaction peut-être sur l'envoi des troupes. Comment ça a été perçu en Italie ? Avec une énorme perplexité. Ça fait, depuis les déclarations du président de la République, il y a désormais 2 semaines, les télés, les radios, on ne fait que de débattre de tout cela. Donc ça a été vraiment quelque chose qui, si on veut voir le verre mi-plein, en tout cas, réjouissons-nous au moins que ça suscite quand même une forme de débat, d'espace politique européen qui est en train de se mettre en œuvre. Parce que moi, je reviens tout droit d'Italie, j'ai passé 10 jours en Italie. Je vous assure, on parle plus que d'Emmanuel Macron que de nos dirigeants, tellement il a suscité un débat. Je pense que c'est important aussi, parce que... ça démontre en tout cas que les paroles du président de la République, qu'il faut toujours le répéter, répondaient à une question. Lui, jamais de la vie, il aurait songé à faire cette déclaration s'il ne devait pas répondre à la question d'un journaliste qui lui a été posée de façon impromptue. Ça suscite quand même beaucoup de débats. Et moi, ça me fait plaisir parce que ça me fait très plaisir de voir que nous, les Italiens, qui étaient très nombrilistes, les Français très nombrilistes, on commence à voir les prémices d'un vrai débat public, un vrai espace politique européen qui se met en marche, où jusqu'au fin fond de l'Italie, on connaît la déclaration de Macron. D'Emmanuel Macron. Et alors vous dites, on parle que d'Emmanuel Macron. Giorgia Meloni. J'imagine qu'on parle aussi de Giorgia Meloni, et notamment, on parle d'elle parce que ce week-end, elle était avec Ursula von der Leyen en Égypte pour conclure un pacte, un accord sur l'immigration. C'est votre carte blanche, Paolo Levi? Oui, tout à fait. Je voudrais m'adresser à vous, Marie Toussaint, pour vous poser une question quand même très importante. Du moins en Italie, ça fait plus ou moins 10 ans, depuis
14 que l'Italie, mais même la Grèce, l'Espagne, tous les pays de la rive sud de l'Europe se sont sentis un petit peu abandonnés, délaissés par les grands partenaires européens dans la réponse à donner à ce défi. Tout cela a produit, au moins dans mon pays, la victoire d'une force d'extrême droite, de Giorgia Meloni, qui prône des recettes souverainistes, donc de repli sur elle-même dans un pays que je ne cesserai jamais de le rappeler, est un des pays fondateurs de l'Union européenne, un des pays qui a inspiré ce projet de paix que vous avez évoqué tout à l'heure. Voilà, je vous demande comment aujourd'hui l'Europe peut être à la hauteur de l'histoire et répondre à cette question qui, de toute façon, est une question qui sera présente dans les prochaines années, même dans les prochaines décennies. Et donc, comment faire face ensemble à ce défi pour éviter que chaque pays puisse songer de résoudre ce problème tout seul. Merci. Mais vous avez raison de dire que l'Europe s'est rendue coupable de ne pas être auprès de l'Italie, qui, de fait de sa situation géographique, a été un pays de réception des demandeurs et des demandeuses d'asile pendant toutes ces dernières années. L'Italie, comme la Grèce, comme Chypre, Malte, l'Espagne et en partie la France, mais l'Italie d'abord en première ligne. Si on ajoute à ça le pacte de stabilité budgétaire, on y revient, et les politiques d'austérité qui ont été imposées quasiment aux mêmes et qui ont, surtout en Grèce, mené à des désastres sociaux considérables, eh bien on peut effectivement se poser la question de quelle solidarité européenne. Mais moi je vais vous dire, la réponse à ça, ce n'est certainement pas d'envoyer des milliards à des régimes qui violent les droits humains pour qu'ils s'occupent de recevoir les migrants. On ne sait dans quelle situation d'ailleurs. Et il ne fallait pas donner ces 7 milliards à l'Égypte. Si. Écoutez, non. Non, on ne donne pas de l'argent à Kais Saied, qui, on a vu plusieurs reportages l'été dernier, le président tunisien, qui a laissé des centaines de personnes perdre la vie dans le désert entre la Tunisie et la Libye, qui a des propos racistes, disons-le très clairement. Cet argent n'ira pas justement aux personnes qui veulent aujourd'hui fuir l'Égypte, peut-être. Mais écoutez, quand on confie à la Tunisie de Kais Saied, à l'Égypte et sa violation des droits humains, à la Turquie avec un Erdogan qui, en plus de ça, joue, menace, essaye d'extorquer finalement l'Union européenne avec la menace de laisser passer plus ou moins de demandeurs et de demandeuses d'asile, on voit bien que ce n'est pas une solution. Et écoutez, l'Union européenne ne peut pas devenir la banque centrale des dictatures de tout type au nom de la gestion migratoire, ça ne va pas. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, fait ce constat, qu'est-ce que... Mais d'abord, il faut cesser de laisser mourir toutes ces personnes en Méditerranée. Et moi, je veux le dire clairement et je veux le dire fermement, quand l'Europe laisse perdre la vie 30 000 personnes sur les 10 dernières années au large de nos côtes, eh bien oui, l'Europe se rend coupable de non-assistance à humanité en danger. Il faut y mettre un terme, nous devons être présents pour secourir les personnes qui sont dans la Méditerranée. L'idée selon laquelle, en érigeant des barbelés, on empêcherait les gens d'arriver sur notre territoire, des gens qui fuient la guerre, la misère, des situations économiques terribles, au péril de leur vie et de celle de leurs enfants. C'est pas des barbelés qui vont les arrêter, elles ont déjà couru le risque de perdre leur vie et celle de leurs enfants. Donc ils vont continuer à arriver. Donc la question c'est pas comment est-ce qu'on s'arrange, comment est-ce qu'on met des barbelés pour essayer de ne pas les laisser passer, on n'y arrivera pas. La question c'est comment on fait pour que nous soyons en capacité d'accueillir dignement ces personnes et d'assurer la solidarité au sein de l'Union européenne. Le pacte migratoire qui est en passe d'être adopté et auquel nous les écologistes nous opposons. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce pacte migratoire. Mais parmi ce qui ne va pas, il y a l'idée selon laquelle, bon, si on ne veut pas aider l'Italie à accueillir quelques-uns de ses réfugiés, eh bien, on va pouvoir soit construire des murs, soit payer un peu, et puis ça va bien se passer. Bah non, il faut qu'il y ait une vraie solidarité entre les États de l'Union européenne pour accueillir toutes ces personnes qui fuient la guerre, la misère, la pauvreté ou le dérèglement climatique. Je vous pose une question très précise justement sur cela. Chaque Italien a une sorte de cauchemar dans la tête, il s'appelle le traité de Dublin. C'est-à-dire le traité de Dublin est un traité qui prévoit que le pays de première arrivée sur le sol européen des migrants est celui qui doit prendre en charge, disons, cette question. Donc je vous demande, parce que personne en Europe, en tout cas en France, en Allemagne, dans les grands pays du Nord, en Irlande, serait prêt à changer, à modifier
il faut le faire. Vous, Marie Toussaint, aujourd'hui, seriez-vous prête à vous engager au niveau européen pour lancer une bataille, pour modifier le traité de Dublin, qui est le grand tabou aujourd'hui dans le débat européen? Parce que tant qu'on parle de solidarité, pas de solidarité, on peut utiliser beaucoup de mots. Mais au niveau des traités, c'est très simple. Il faut modifier tout simplement cette règle. Seriez-vous prête à le faire, à mener une bataille pour cela en Europe? Bien sûr, j'y suis prête et les écologistes mènent cette bataille depuis très longtemps. Nous n'avons jamais varié notre position et je le redis, ce n'est pas possible de laisser les Italiennes et les Italiens seuls dans cette situation. On peut peut-être sur un suivi particulier, il y a une proposition italienne, Paolo me démentira si je me trompe, de conclure un accord avec l'Albanie pour des camps d'accueil de personnes migrantes en Albanie au lieu de venir en Italie. De Giorgia Meloni en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la deuxième chose, est-ce que vous pensez que le ralliement de Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex au Rassemblement national, est une trahison? Une trahison de qui? Trahison des valeurs européennes, puisqu'il les servait dans sa position de... Bien sûr, ou alors il les desservait, les valeurs européennes. Parce que M. Leggeri a été à la tête d'une agence dont la politique est décriée, mais qu'il a pilotée longuement. Sous sa gouvernance, ça a été 10 000 vies qui ont été perdues en Méditerranée. Et en l'occurrence, il est poursuivi, on verra ce que nous diront les enquêtes, mais il est poursuivi pour avoir mené des refoulements illégaux de migrants, c'est-à-dire qu'on les a justement renvoyés vers la Libye, vers l'Égypte, etc., dont on parlait tout à l'heure. Donc M. Leggeri contrevenait déjà aux valeurs de l'Union européenne, et je rappelle que l'Union européenne s'est fondée sur la volonté de la paix, mais aussi du refus des traitements dégradants infligés à d'autres êtres humains. Et quand le monde entier s'enfonce dans la violence, c'est Javier Milei en Argentine, ça a été, et ce sera peut-être Donald Trump aux États-Unis, ça a été, c'est Narendra Modi en Inde. Quand le monde entier s'enfonce dans ce projet de violation des droits humains et de négation des droits des femmes, des minorités, etc., si l'Europe ne tient pas bon sur ses valeurs, si l'Europe ne se tient pas droite dans ses bottes, alors qui d'autre que nous saura défendre ces valeurs de paix, de démocratie, de droits humains et de respect tout simplement de la dignité humaine. Vous défendez. Merci Paolo Levi. Richard Verly, vous représentez Blick ce soir, votre journal. Vous avez décidé de nous parler d'agriculture, alors que les Français et les agriculteurs français pestent encore contre les mesures annoncées après la crise agricole par Emmanuel Macron et qui n'arrivent pas suffisamment vite. L'Europe, elle, on le sait, c'est faite sur l'agriculture. Elle veut se reconstruire avec l'écologie. Seulement, voilà, il y a un petit problème, c'est que le duel vert entre paysans et écolos est de plus en plus difficile à résoudre. Et oui, alors l'avantage, Marie Toussaint, d'être suisse, c'est qu'on regarde tout ça un petit peu de l'extérieur et qu'on regarde l'Union européenne. Et moi, je voulais vous poser la question, je voulais vous demander si au fond, le projet européen en 2024, vous avez évoqué les principes, les questions de migratoire, l'Europe de la défense, mais est-ce que ça ne se passe pas pour l'essentiel dans nos assiettes? Parce que oui, dans nos assiettes, eh bien, dites-moi ce que vous mangez ou ce que vous rangez dans votre frigidaire et je vous dirai quelle Europe vous voulez. Alors, est-ce que c'est l'Europe des petits paysans subventionnés et protégés? Est-ce que c'est l'Europe des grands groupes agroalimentaires qui sont accros depuis des décennies aux centaines de milliards d'euros de la politique agricole commune? Est-ce que c'est l'Europe mondialisée qui accepte que les poulets ukrainiens, la viande bovine argentine ou les crevettes thaïlandaises inondent les rayons de ces supermarchés? Alors je ne rigole pas vraiment, je parle de nourriture, de notre environnement avec cette question qui peut-être est finalement la plus importante parce que c'est celle qui nous touche directement. Comment concilier les deux? Il y avait cette stratégie de la ferme à la fourchette dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que voter vert, c'est seulement dire oui à la prolifération des éoliennes, des fermes solaires ou du steak végétal destiné à remplacer la bonne vieille viande rouge? Est-ce que ce que je dis, c'est trop facile? Ou est-ce que le réchauffement du climat exigera de toute façon des mesures drastiques? Alors, Marie Toussaint, dans notre assiette, quelle est votre Europe? La question est bien tournée. Non, mais écoutez, vous avez raison. La transition, elle est impérative parce que les paysannes et les paysans d'Europe sont les premières victimes du dérèglement climatique. On le voit chez nous, en Occitanie, dans le sud de la France, qui est un territoire qui est particulièrement marqué par les canicules, par les feux, l'été, qui viennent balayer les vignes, par la disparition de l'eau douce, par les épidémies zoonotiques qui arrivent, par l'alternance entre des épisodes de chaleur et puis un coup de gel la nuit qui vient mettre fin aux récoltes. Et donc,
évidemment, les paysans sont les premières victimes du dérèglement climatique. De la même manière d'ailleurs que les paysannes et les paysans sont les premières victimes des pesticides, parce que quand ils les répandent, eh bien, ce sont eux qui sont les plus exposés aux produits quand ils sont dangereux et toxiques et qu'ils les rendent malades. Et donc, cette transition-là, elle est indispensable pour l'ensemble de la population, elle l'est aussi pour les agriculteurs et les agricultrices. Mais ça veut dire quoi de dire ça ? Ça veut dire qu'on a besoin de changer de modèle. Parce que ce que nous disent les paysannes et les paysans d'Europe, il y en a quelques-uns, c'est vrai, qui disent le pacte vert, ça nous va pas. Ils sont assez nombreux quand même, regardez les images. Mais ce que disent la plupart... On les a vus à Paris, on les a vus à Varsovie. La première des choses qu'ils disent, c'est « nous n'arrivons pas à vivre dignement de notre travail ». C'est le modèle économique qui est en place, qui repose en particulier sur cette PAC à laquelle je me suis opposée, ça a été montré tout à l'heure. Le modèle économique qui est en place, il permet à quelques-uns en haut de l'échelle d'empocher beaucoup d'argent et de la PAC et de la vente de leurs produits. Je pense par exemple à Arnaud Rousseau, exactement, mais Arnaud Rousseau qui reçoit au moins 200 000 € par an de la politique agricole commune, et par contre à toutes les petites exploitations, et 65% des exploitations européennes font moins de 10 hectares. L'agriculture européenne, c'est une agriculture des petites fermes, des petits paysans. Eh bien, cette agriculture-là, elle ne touche que 11% des subventions de la PAC. Cette agriculture des petits paysans, elle peut nous permettre d'avoir une souveraineté alimentaire ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oui, et ça, c'est vraiment, vous savez, on vit dans un temps, je le disais déjà tout à l'heure, mais où on prend les rapports scientifiques, on les roule en boule, on les met de côté et on travaille avec des fake news, des espèces de mensonges, des faux semblants, des fausses réalités. La réalité aujourd'hui, c'est que l'agriculture intensive est en train de nourrir le dérèglement climatique et donc enlève de l'eau, appauvrit les terres, que les pesticides sont présents partout, 100% des sols en France sont contaminés par les pesticides, et qu'en fait, à terme, nos terres seront de moins en moins nourricières. Et donc, on a vraiment besoin de les protéger, et les petites exploitations, elles permettent bien plus de protéger les terres que ces giga-exploitations agricoles. Et je ne parle pas de celles qu'on voit en Ukraine, mais déjà celles qu'on a chez nous, qui sont bien plus petites, et bien les plus grandes, avec de l'agriculture intensive, ça ne va pas. Donc je reviens là-dessus. Oui, et la qualité de la nourriture, est-ce que voter vert, c'est voter pour la qualité de ce qu'on a dans l'assiette ? On s'oppose au modèle agricole qui appauvrit les paysans, qui rend l'alimentation plus chère et fait exploser la précarité alimentaire. Parce que pour choisir ce qu'on met dans son frigo ou dans son assiette, encore faut-il en avoir les moyens. Et le modèle qui est le nôtre aujourd'hui, ne permet pas à la grande majorité des Européennes et des Européens de choisir justement ce qu'ils ou elles vont manger, et qui crée de la concurrence entre les pays d'Europe et le reste du monde, et même entre les pays d'Europe entre eux. Et donc il faut le changer, ce modèle. Nous, c'est ce que nous proposons, et évidemment le modèle qu'on propose, que ce soit à travers la réforme de la PAC, de la politique commerciale, du fait de contenir les marges de l'agro-industrie, ou d'opérer cette transition dans les plus brefs délais possibles, c'est une agriculture qui permet de nourrir d'abord les paysans, de leur donner un revenu digne, mais aussi de nourrir bien mieux les consommateurs et les consommatrices. Que les agriculteurs, ils voient que vous voulez mettre fin au glyphosate, que vous voulez toujours plus de normes. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils disent ? Et que qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'ils sont d'accord. Ils sont d'accord pour sortir du glyphosate, les agriculteurs. Mais ils disent, mais vous ne nous avez pas donné d'alternative. Ils sont d'accord pour sortir de tas d'autres pesticides. Mais on n'a pas d'alternative aujourd'hui. Alors les alternatives, il y en a beaucoup qui existent. Il y a des endroits où elles n'existent pas, je vous l'accorde. Mais les fonds pour la recherche ne sont pas là non plus. Alors on nous raconte des bobards, on nous dit oui, on cherche, et en fait il n'y a pas de fonds qui arrivent pour financer cette recherche-là. Et puis il y a des tas de produits sur lesquels il existe des alternatives. Mais vous voyez sur le glyphosate, si on rémunérait, comme nous le proposons, à l'emploi, plutôt qu'à l'hectare, eh bien, on serait en capacité, en tout cas, on donnerait aux paysans les moyens de pouvoir lutter contre les herbes invasives contre lesquelles le glyphosate est utilisé. Il faudrait que le prochain commissaire européen de l'agriculture soit un écologiste ? Ah oui. Ah oui. Oui, la réponse est oui, 3 fois oui. Est-ce que ça a du sens ? Je pense qu'on en est loin, malheureusement, mais c'est pour ça qu'on se bat. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui, encore être écologiste, se définir en tant qu'écologiste avec cette étiquette très pointue, alors que ce serait une bataille, au fond, qui devrait concerner toutes les forces politiques de l'arc constitutionnel. Mais est-ce que c'est le cas ? C'est quoi qui fait la différence chez vous ? Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les partis politiques défendent l'écologie, défendent le retour au respect des limites planétaires ? C'est simple. Les scientifiques nous ont dit qu'il y a 9 limites planétaires qui sont des seuils. Si nous dépassons ces seuils, nous mettons en danger l'habitabilité de la vie sur Terre. Dans ces seuils, il y a le climat, la biodiversité, l'eau, les océans, des pollutions diverses, l'ozone par exemple. Bon, nous en dépassons 6. Nous dépassons 6 limites sur 9. Nous, les écologistes, nous sommes les seuls à dire que nous pouvons reprendre notre avenir en main et
a proposé un traité environnemental qui dise à l'Europe, plutôt que de converger vers ce 3% de déficit qui sort dont on ne sait pas bien où, alors on sait à peu près, mais pas spécialement L'idée, c'est quand même de ne pas trop s'endetter. Non, mais j'ai dit tout à l'heure en responsabilité, donc c'est important. Mais convergeons vers le respect de ces limites planétaires. Donnons-nous comme objectif de revenir à ces limites planétaires. Qui d'autre que les écologistes réclament que nous respections enfin le rythme de la nature, sa capacité à se régénérer? Personne. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'assiste au Parlement européen chaque jour, des atteintes qui sont portées aux législations pour protéger la nature. C'est pas seulement qu'ils ont vidé de sa substance la loi sur la restauration de la nature, pas seulement... qu'ils ont mis fin, qu'ils ont empêché la législation sur les pesticides, mais aujourd'hui, ils introduisent des nouveaux OGM qui portent atteinte aux vivants. Super. Et non, pas super. Il ne faut jamais s'en réjouir, mais nous, les Européens, on doit être fiers parce qu'on est déjà en pointe au niveau mondial d'un point de vue écologique. Et je me demande, tout cela est bien beau, mais comment le concilier ensuite avec une concurrence internationale qui peut être impitoyable? Et vous avez quelques secondes pour répondre, Marie. Mais vous voyez, moi j'aimerais que l'Europe soit en pointe. J'aimerais que l'Europe soit la championne des énergies renouvelables, par exemple. La réalité, c'est que nous n'avons quasiment pas diminué nos émissions de gaz à effet de serre parce qu'on a délocalisé l'ensemble de nos pollutions et de nos emplois. Et donc il faut un protectionnisme vert. Nous l'avons réclamé, nous avons obtenu la taxe carbone aux frontières. Il faut absolument l'étendre. Et c'est là-dessus que vous faire en ferez sorte campagne aussi. Et il faut, bien sûr, il faut faire en sorte que nous ne consommions pas des produits issus d'exploitation, de production, Merci Marie Toussaint. qui polluent plus que sur notre territoire. Merci à tous les trois.